Donc voici ici une capsule d'introduction à la physique quantique à travers l'étude de l'atome de Bohr. Donc l'atome de Bohr, c'est l'atome d'hydrogène constitué d'un proton chargé positivement autour duquel tourne un électron, retenu par la force coulombienne d'attraction électrostatique reliant le proton à l'électron. Donc on va commencer par introduire la force électrique entre le proton et l'électron selon la loi de Coulomb. Alors, que dit cette loi de Coulomb? Elle dit que tout simplement, la force d'interaction électrostatique entre le proton et l'électron se définit de la façon suivante. Proton sur électron, des minuscules, la taille. Donc, la force entre le proton chargé positivement et l'électron. On va donc s'écrire. Donc 1 sur 4 pi epsilon 0. Epsilon 0 représentant la permittivité diélectrique du vide, un facteur du produit des deux charges, donc facteur de moins E carré, la charge de l'électron étant négatif, sur R carré, fois le vecteur UR. UR étant le vecteur orthoradial qui va du proton vers l'électron. Donc voilà la force exercée par le proton sur l'électron. Je vais copier ça dans le texte. Voilà cette relation. Je vais agrandir un peu pour que ce soit un peu plus beau. Voilà. Donc le vecteur UR, c'est un vecteur qui va du proton vers l'électron, qui est rigoureusement l'opposé du vecteur N, qui est un vecteur normal, unitaire à la trajectoire. Et donc, pour être plus cohérent, on pourrait éventuellement le noter comme ceci, égal, avec le sujet d'énoncé. Voilà, fois le vecteur N. Voilà. Donc maintenant, comme on connaît la force d'interaction électrostatique entre le proton et l'électron, je vais pouvoir parler du vecteur champ électrique. Donc maintenant, je vais pouvoir calculer le champ électrique, donner l'expression du champ électrique à partir de la relation que j'ai ici. Donc, on va m'embêter. Je reprends l'expression que vous avez ici. Et donc, je dis que F est égal, je vais reprendre celle-ci uniquement, égal Q fois E. Alors, Q fois E, c'est moins E, charge de l'électron, fois la norme du vecteur champ électrique qui va être créé par le proton. Pourquoi? Parce que c'est l'électron qui est soumis à l'action qu'exerce le proton. Le proton, on va considérer comme fixe, parce qu'il est environ 1836 fois plus lourd que l'électron, et donc ce sera l'origine de notre référentiel galiléen pour étudier le mouvement de l'électron autour du proton. Et donc ceci permet de me donner l'expression du vecteur champ électrique.
donc E va donc s'écrire, toujours en coordonnées radiales, hein, va donc s'écrire de la façon suivante, cette expression-là divisée par moins E. Autrement dit, le moins disparaît et le carré également. Voilà l'expression de mon vecteur champ électrique. Voilà. Centre. Et donc, je vais pouvoir en déduire l'expression maintenant de mon potentiel électrostatique. Le potentiel électrostatique va être défini de la façon suivante. Hein. E égale moins gradient de V. Et donc, c'est égal à tout simplement moins gradient de V de R. Hein. Pourquoi? Parce que le potentiel ne dépend que du rayon, hein, le problème étant à symétrie sphérique. Et donc, c'est égal, ça implique que moins la dérivée partielle du potentiel V de R par rapport au rayon est égal à ceci. Ce qui permet d'écrire que le potentiel V de R est la primitive de cette expression-là. Donc, la dérivée de 1 sur R, c'est moins 1 sur R carré. Donc, la primitive de 1 sur R carré, avec le signe moins ici, ça va donc être égal à E sur R, plus une constante K, qu'on va prendre égale à 0, en supposant que le potentiel est nul à l'infini. Et donc, je définis le potentiel électrique créé par mon proton. Voilà. On prend K égale ici 0. Sachant que le potentiel est toujours défini à une constante. Voilà pour l'expression du potentiel créé par le champ électrique et créé plus généralement par le proton. Donc maintenant, on va calculer la vitesse de l'électron circulant autour du proton, hein, toujours le proton étant l'origine de mon repère galiléen. Hein. On supposera qu'il se déplace à une distance fixe du rayon R0. On travaillera avec la relation fondamentale de la dynamique. Donc c'est ce que je vais faire ici. Donc je vais dire que ça est égal à m fois le vecteur accélération. Voilà. Comme c'est un système qui est radial, hein, l'accélération est centripète, donc c'est égal à m fois v carré. mv carré sur r, un rayon de la trajectoire, comme ceci, fois le vecteur UR. Voilà. Donc tout ça permet de dire que mv carré sur r tout ça permet d'écrire que 1 sur 4 pi epsilon 0 est donc égal à m v carré sur r, hein, l'accélération étant dirigée vers le centre de la trajectoire. Et donc, on en déduit sans aucune difficulté hein, la valeur de l'énergie cinétique qui est égale à 1 demi de mv carré. Et donc, je vais avoir l'énergie cinétique qui va être égale
un demi de mv carré, qui va être égal à quoi en partant de l'expression du dessus? Ben, le résultat de ce que vous avez ici, que vous avez multiplié par R, et que vous avez divisé par 2. Autrement dit, 8pi, epsilon 0, E carré sur R. Et donc ça me donne la valeur de mon énergie cinétique, autrement dit de ma vitesse. Ça me donne l'accès directement à la vitesse. Voilà. Ça sera un peu la taille. Voilà. Donc maintenant, je vais appliquer ce qu'on appelle la fameuse condition de Bohr. Que dit la condition de Bohr? La condition de Bohr dit que le périmètre du cercle est égal à un nombre de fois entier la longueur d'onde de De Broglie. Alors, qu'est-ce que c'est que la longueur d'onde de De Broglie? Donc, je reprends mon enregistrement. Que dit la condition de De Broglie? La condition de De Broglie dit que la longueur d'onde d'une particule animée d'une vitesse v, on lui associe, je reprends mon propos, la longueur d'onde d'une particule animée d'une vitesse v, enfin là, une particule qui se déplace à une vitesse v, on lui associe une longueur d'onde de probabilité, définie par la relation de De Broglie, qui est égale à lambda égale h sur p, h représentant la constante de Planck et p la quantité de mouvement. Donc, dans le cas qui nous intéresse ici, si on va un petit peu plus loin, ça veut dire que simplement, lambda est égal à h sur m fois v. On va supposer que l'électron n'est pas un comportement relativiste autour du proton. Et donc, avec cette relation-là, on dit que tout simplement, le périmètre du cercle, c'est-à-dire 2 fois pi fois le rayon de mon cercle, est égal à n fois lambda. Et donc, c'est égal à nh sur mv. Voilà. Donc voilà la relation du De Broglie appliquée à ce que j'ai ici. Voilà. Donc je reprends mon enregistrement. Ceci va me permettre de pouvoir définir la vitesse. Comment je vais aboutir à ma vitesse? Ma vitesse va être donnée par l'expression suivante. Ma vitesse sera égale à nh sur 2 pi fois r fois m. Voilà. Donc voilà ma vitesse. Et donc je peux en déduire le carré de ma vitesse. V carré sera donc égal à n carré, h carré, 4 carré, r carré, m carré. Voilà, et donc ce qui va me permettre d'avoir accès à l'énergie cinétique. Qui va être égal à quoi? C'est toujours 1 demi de mv carré, et donc ça va être égal à ceci. Voilà, donc mv carré, donc si je multiplie par m, ici je n'ai plus de m carré, mais m, et comme je divise par 2, ici j'ai eu 1,8. Voilà l'expression de l'énergie cinétique avec ma condition de Bohr. Mais rappelez-vous également que mon énergie cinétique, dans le calcul précédent, est définie par ceci.
Donc, en égalisant les deux expressions, nous allons trouver l'expression de R qui va être quantifiée par un nombre entier, n, hein, n entier naturel, hein, qui va me donner le résultat suivant. Je vais reprendre ceci. Donc voilà, hein, on trouve le rayon qui dépend d'un nombre quantique n, je vais mettre entre parenthèses n, hein, et qui est égal à ça. Et donc c'est égal à n carré facteur de ceci. Voilà. Et le terme que je viens de mettre entre crochets, hein, c'est quelque chose de très célèbre dans le domaine atomique, hein, c'est l'unité d'échelle atomique, c'est ce qu'on appelle le rayon de Bohr. Si on fait une petite application numérique, hein, avec les grandeurs usuelles que vous trouverez à la fin du TD, on trouve A0 est égal à 5,29 fois 10 puissance moins 11 mètres. C'est le rayon de la première orbite de Bohr dans l'atome d'hydrogène. Donc voilà, je viens de rajouter toutes mes expressions, hein, dans mon petit poly. Et donc, on va calculer l'énergie potentielle de l'électron, hein. Donc, on avait déterminé l'expression du potentiel électrique ici, que je vais reprendre. Voilà. Et l'énergie potentielle est définie comme étant EP, qui va dépendre du rayon également, est égal à moins E, charge de l'électron, fois V de R. Et donc, ça va me permettre d'établir que l'énergie potentielle de l'électron est égale à tout simplement ceci, avec un signe moins, vu que la charge de l'électron est négative, fois E carré. Voilà. Et si on regarde bien par rapport à l'expression de l'énergie cinétique, là, on constate que l'énergie potentielle, c'est moins 2 fois l'énergie cinétique du proton, l'énergie cinétique de l'électron autour du proton, hein. Donc, ça va avoir des conséquences relativement importantes, parce que quand on va faire la somme de EC plus EP, on va trouver l'énergie mécanique, hein, qui va être négative, et donc ça va correspondre à un état lié, hein. Donc l'électron va rester piégé dans le potentiel électrostatique créé par le proton, hein, ce qui l'empêchera de sortir. Donc là, je reprends ce qu'il vient de dire, hein. On vient de voir que l'énergie potentielle, c'est le double de l'énergie cinétique en valeur absolue avec un signe moins. Et donc, qu'est-ce qu'on peut en déduire? Comme je vous l'ai dit, hein, l'énergie mécanique, hein, que je vais appeler En, on va mettre N en indice, avec N un nombre entier différent de 0, hein, et positif, qui va être égal, alors ça c'est l'énergie mécanique, hein, En, c'est la somme de l'énergie potentielle plus de l'énergie cinétique. Voilà. Et donc ça, c'est égal à quoi? C'est égal à moins EC. Voilà. Donc maintenant que l'on vient de voir que l'énergie totale, c'est l'opposé de l'énergie cinétique, hein, et qu'on a vu que le rayon dépend d'une certaine valeur de n carré fois A0, hein, et ben, le rayon, je vais tout simplement l'injecter dans la formule qui est ici, hein, avec l'énergie cinétique que vous avez
ici, hein, qui est là. Et donc, comme il y a un signe moins, je vais reprendre cette expression qui est ici. Voilà. Donc, l'énergie cinétique est là. Donc, je continue, hein. On a l'expression de n qui est définie par la condition de quantification de Bohr, hein, donc qui dépend d'un nombre entier. Donc, je vais injecter cette relation-là ici dans mon énergie cinétique, hein, ce qui va me donner une énergie totale qui va avoir cette expression, l'expression suivante. E indice n qui va être égal en fait à tout ceci, ce moins là, et mon R ici qui va être remplacé par tout ça. Voilà pour l'expression. Donc après simplification, ça va nous donner le résultat suivant. Donc voilà, hein, je viens de trouver l'expression de n, hein. Alors j'avais une petite coquille qui traînait, hein, qui traîne encore ici. Il y a un pi carré entre. Voilà, rien que là. J'ai rectifié, il y avait une petite coquille qui traîne. Voilà. Et donc, on a déduit, hein, l'énergie totale de l'atome d'hydrogène avec cette relation. Donc, je vais terminer mon TD, hein. Donc, on a établi de manière relativement simple, hein, l'expression des niveaux d'énergie occupés par l'électron autour du proton dans l'atome d'hydrogène. Maintenant, je vais me servir de la dernière relation que j'ai ici pour démontrer la dernière. Donc, je vais reprendre cette expression-ci. Je vais la disposer à cet endroit-là. Donc, j'ai repris la formule de mes niveaux d'énergie. Et je dis que c'est tout simplement égal, hein, ce terme-là va être égal à E0. Et donc, je vais recopier tout simplement ceci avec mon signe moins. Le terme que vous avez ici représentant le E0. C'est l'énergie d'ionisation de l'atome d'hydrogène en partant du niveau fondamental n égale 1 à n infini. Donc la relation de Planck dit quoi? Dit que tout simplement H nu ou H c'est sur lambda, donc moi j'ai travaillé avec H nu, est égal à la différence des niveaux d'énergie. Donc les raies de Balmer sont des raies qui sont observées dans le visible. Donc ça va être En moins E2 voilà. Donc c'est égal à quoi? Donc c'est égal à tout simplement E0 facteur de quoi? Facteur de tout simplement 1 sur 2 au carré moins 1 sur n carré. Avec n, hein, supérieur à 2. Donc comme ça, c'est égal à h, c'est sur lambda. Hein, je vais l'écrire comme ceci. Hein, pourquoi? Parce que la fréquence, c'est c divisé par la longueur d'onde. Hein, on est dans le vide. Ça permet d'aboutir à un sur lambda égale
cette expression-ci avec E0, E0 étant divisé par H fois C. Voilà. Et donc la constante de Rydberg va donc s'exprimer par la relation suivante. Voilà. Et si on fait l'application numérique, on trouve 1,099 fois 10 puissance 7 mètres moins 1. Voilà. Et donc avec ça, je peux calculer certaines transitions entre les deux niveaux. Par exemple, entre le niveau 3 vers le niveau 2. Et on va trouver dans l'ordre de 486 nanomètres. De même que si on fait la longueur d'onde des niveaux 4 vers le niveau 2, qui sont des restitués dans le visible. 656 nanomètres. C'est celle-là qui sera plus énergétique. 486 nanomètres. Voilà. Donc voilà, j'ai terminé ma petite capsule avec ce modèle très simple de l'atome de Bohr, qui est le début de la mécanique quantique, mais de façon purement classique. Donc dans une prochaine capsule, j'aurai l'occasion de continuer plus loin mon propos avec la longueur d'onde de Broglie et les inégalités d'Heisenberg, et on fera l'étude d'un puits de potentiel simple pour quantifier les niveaux d'énergie. Et on retournera ensuite à l'équation de Schrödinger pour l'atome de Bohr. Et là, on va la résoudre selon une méthode semi-classique, ce qu'on appelle le modèle de Ruark. Donc voilà pour ça. Donc je vous remercie de votre attention et puis apprenez bien dans vos études.